Salut à tous et bienvenue sur Wargamer et TV. Alors vous le voyez, hein, le setup est un petit peu différent d'habitude, c'est parce que j'ai pas mal de difficultés techniques, donc je vais quand même essayer de vous faire une vidéo quoi qu'il arrive avec les moyens du bord. Donc elle sera un petit peu moins qualitative, vous n'aurez pas d'incrustation d'images, mais ce qui compte bien sûr c'est ce que je vais vous raconter. Et ce que je vais vous raconter c'est le chapitre 23 de Génopère. Si vous découvrez la chaîne sur cette vidéo, eh bien sachez que tout le roman Génopère, alors tout le roman jusqu'au chapitre 23, hein, qui est même 24 par du coup, qui est la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, sont disponibles dans une playlist directement. Donc je mets le lien vers la playlist. Et puis rappelez-vous aussi que si vous me soutenez sur Tipeee, vous avez les vidéos en avance. Alors quand je peux, hein, là c'est vraiment très difficile, sans publicité. Ça par contre c'est assuré. Voilà. Donc on retrouve eh bien Belisarius Cawl. Belisarius Cawl qui se retrouve devant eh bien le cryptech. Alors comment elle s'appelle? Elle s'appelle Azanet Ayu. Donc cryptech chronomancienne, donc c'est-à-dire spécialisée vraiment dans la manipulation temporelle, qui se matérialise devant elle, parce que, eh bien, étant donné que nous sommes dans le Zarquisitor, et que le système global est complètement parasité par l'attaque de Fabius Bill, on se retrouve avec beaucoup de systèmes qui sont vraiment dysfonctionnants. Et on va avoir, bien sûr, sans doute, on imagine, l'endroit où était stocké en attendant la chronomancienne qui, eh bien, n'est plus sécurisée. Elle a réussi à se libérer et elle attaque Belisarius Cawl. Alors, en fait, il est très content que cette cryptech, eh bien, malgré toute l'inhumanité qu'on peut avoir sur les Nécrons, elle est quand même une petite parcelle d'humanité, ou en tout cas un trait assez caractéristique, c'est de vouloir expliquer à son adversaire, de vouloir donner l'information à son adversaire que c'est elle qui va le tuer. Et en fait, cette picoseconde suffit à Belisarius Cawl pour survivre. Parce qu'il est certain que si elle l'avait tout simplement pris par surprise, c'est-à-dire attaqué alors qu'il était en train de courir pour essayer de rejoindre le pont de son vaisseau, eh bien, il n'aurait pas pu échapper à la rafale gauche qu'il s'est pris. Mais comme elle a absolument voulu donner l'information que c'était par sa main, par sa technologie que Belisarius Cawl allait disparaître, eh bien, ça lui a donné le temps de reconfigurer en fait son bouclier énergétique. Et son bouclier énergétique lui a permis d'absorber et de diffracter l'ensemble du tir gauche. Alors, ça a plusieurs effets. Premier effet, eh bien, c'est que ça va fragmenter en fait le faisceau. Donc, ne pas être fatal, donc il va avoir quelques petits dysfonctionnements, mais ça ne va pas aller plus loin que ça, et surtout, ça va aussi parasiter sa vision, donc pendant un instant, en fait, il ne voit plus où il va, il ne voit plus où il est, tous ses senseurs sont surchargés, mais c'est le cas aussi de la cryptech. Et la cryptech, on l'entend jurer en fait hein, dans le vocabulaire Nécron, parce qu'elle aussi, en fait, elle subit les retours Gauss et sa vision est parasitée et même son corps en fait va absorber une partie en fait de la décharge et on voit en fait ces petites lignes d'énergie qui parcourent son corps. Ça ne va pas être suffisant pour la déranger, mais en tout cas, eh bien, ça suffit à Belisarius Cawl pour eh bien, ne pas mourir directement. Parce qu'en fait, ça c'est assez amusant, c'est qu'il est certain que l'attaque de la cryptech aurait été vraiment mortel. Alors que pourtant, Belisarius Cawl, c'est quand même quelqu'un de très confiant, hein, quelqu'un qui a du mal à avouer ses faiblesses. Et là, le fait d'accepter qu'il puisse être aussi simplement vaincu, eh bien, c'est quand même assez important. Alors, pourquoi il aurait été aussi simplement vaincu? Si vous ne vous rappelez pas, c'est parce qu'il est venu dans cet endroit, donc il est dans son, on va dire, dans son musée personnel, sans armes. Parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de souci, et c'est vrai que c'est pas très malin. Il a manqué un petit peu de discernement, Belisarius, sur ce coup-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là maintenant, il est pleinement conscient du danger et en fait, il n'est pas désarmé. Parce que même s'il n'a pas pris toutes ces armes assez classiques, l'atomiseur solaire ou ce genre de choses, sa hache de l'Omnimécie, il est quand même une machine industrielle à lui seul. Et en fait, il a une dizaine de mécadendrites, donc vous savez, c'est ces sortes de tentacules mécaniques qui sont là pour différentes raisons. Certaines sont là pour manipuler des petits objets, d'autres sont là pour manipuler d'énormes charges, et c'est aussi très efficace pour combattre. Et il commence à accaparer en fait le corps de la cryptech et il la passe par-dessus lui et la balance au loin. Alors, chose intéressante à noter quand même pour ceux qui aiment bien ces informations, je vais vous donner le poids exact de la cryptech. C'est 316 kg, c'est bien ça. Donc, information intéressante parce que comme ça, vous avez le poids,
d'un cryptech. 316 kilos. En tout cas, cette information n'est pas extrêmement importante, mais en tout cas, nous le dit dans le livre, donc quand même, c'est important. Et puis c'est rare, hein, le poids comme ça. Souvent, les femmes, hein, on ne va pas dire le poids, même quand elles sont cryptech, même quand elles sont Nécron. Là, on a cette information-là. Je pense que c'était important de vous la donner. Bon, donc, il arrive bien sûr sans problème à la soulever parce que son corps mécanique, je vous le dis, il est encore apte à faire des mouvements ou à bouger des choses qui sont de l'ordre de grosses machines. Hein. Aussi bien il peut manipuler des toutes petites pièces, qu'aussi bien il peut manipuler, on peut aller imaginer déplacer un peu un moteur pour le mettre dans un Rhino ou un répulsor ou ce genre de choses. Donc il la fracasse contre le mur et ça lui laisse un petit peu de temps pour justement s'échapper. Donc entre-temps, eh bien, la cryptech se relève et puis alors elle se moque de lui en disant « Tu penses vraiment que la solution physique va être la bonne chose pour me détruire ?» Et en fait, on voit que sur son corps, malgré le fait qu'elle s'est retrouvée projetée, qu'il a essayé de la serrer, de un peu la démembrer ou de faire tout ce qu'il pouvait avec la puissance hein, de ses mécanandrites, eh bien, elle n'a aucun impact, aucun signe de dysfonctionnement et on sait que les Nécrons, justement, sont extrêmement résistants et on imagine encore plus qu'une cryptech de ce rang-là a un corps encore plus perfectionné. Donc Belisarius est dit « Oui, je le sais, en effet, je ne vais pas pouvoir te détruire de cette façon-là, mais c'est trop tard maintenant. Maintenant que tu m'as donné ma chance, je vais pouvoir m'échapper et je vais pouvoir triompher. » Donc la cryptech se rejette sur la cryptech en effet se rejette sur Belisarius Cawl et en fait, comme il retrouve lui aussi un petit peu la vue, eh bien il va utiliser en fait une de ses armes qui n'est pas directement une arme, c'est le mégaphone. On peut l'appeler comme ça. Vous savez, sur la figurine, il a ce petit mégaphone. Ah, si j'avais pu faire du montage, je suis désolé, je ne peux pas vous mettre d'image, mais je vous aurais remis la figurine de Belisarius Cawl. Vous avez, il a toujours ce petit mégaphone sur le côté. Eh bien, c'est une arme incroyable. Et il lui dit, tu ne me tueras pas. Et en fait, il met tellement de puissance dans cet amplifieur vocal, eh bien, que ça projette une onde sonore très impactante et qui va reprojeter encore une fois la cryptech au loin. Et ça lui permet de se dégager, et ça lui permet, encore une fois, de gagner du temps. Alors cette attaque, hein, elle n'a pas été forcément beaucoup plus efficace, mais en tout cas, elle a eu quand même le mérite de lui faire gagner du temps, et il va profiter de ce temps pour, eh bien, s'extraire encore une fois et aller se cacher dans son univers, dans son musée qu'il connaît très bien, là où la cryptech n'a pas cet avantage-là, et il va se risquer à faire quelques petits scans, un petit scan pour essayer de voir un petit peu où elle est. Alors, il prend conscience encore une fois qu'elle n'est absolument pas endommagée et qu'elle est pleinement dans l'efficacité optimum, mais il a l'avantage d'être chez lui, d'être sur son terrain, et il n'est pas désarmé. Autour de lui, il y a des artefacts. Alors, ce qui est assez dramatique, hein, même on pourrait aller au-delà, c'est que, eh bien, déjà rien que le conflit qui a été annoncé entre deux, le combat a détruit énormément d'artefacts. Alors, on se rappelle aussi qu'il y avait un petit côté romantique là-dedans, c'est que même Belisarius Cawl, en fait, ne se rappelait pas pourquoi il gardait en fait ces artefacts, mais il est certain qu'ils avaient tous un réel impact sur sa vie, et on peut imaginer que, eh bien voilà, vous perdez peut-être un élément qui est vraiment quelque chose de très important pour vous, mais vous ne vous rappelez plus pourquoi, eh bien cet élément disparaît. Donc voilà, il y a un petit côté un peu dramatique dans tout ça, mais bien sûr, la priorité, c'est de continuer à survivre le plus possible. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette partie-là, et on va revenir sur le combat des chevaliers. Donc, vous vous rappelez, les chevaliers de Taranis sont encerclés, et ils cherchent absolument à briser cet encerclement. Et on a Rosef qui sonne la charge. Donc, il s'en va avec son chevalier et il réussit comme ça à créer une ouverture. Alors qu'est-ce qu'il est équipé? Il est équipé avec une lame tronçonneuse, de l'autre côté un lance-flamme très puissant, c'est un Cerastus, hein, le chevalier qu'il utilise, et puis il a aussi des bolteurs lourds. Alors qu'il est en train de courir, eh bien, le bolteur lourd il va l'utiliser pour faire des petites salves contre l'espèce marine qui vont là par contre prendre les bolts de plein fouet, et là
on a un impact quand même, hein. C'est-à-dire que autant, vous vous rappelez dans la vidéo d'avant, je vous parlais de l'impact des armes, autant c'est vrai qu'un obusier, bah, ça les secoue. Par contre, le bolter lourd, eh bien c'est assez efficace, hein. Ces petits obus qui sont projetés, enfin ces petits obus, ces gros obus qui sont projetés, eh bien ont un impact sur les Space Marines et il réussit comme ça à tuer, éliminer des Space Marines au fur et à mesure du temps. Bien sûr, il y a aussi les machines démoniaques. Donc quand il voit une machine démoniaque qui est assez importante, il utilise son lance-flamme. Alors ce qui est assez notable évidemment, c'est que les machines démons, elles sont présentes physiquement et présentes psychiquement. Et c'est cette alliance impie entre le monde matériel et le monde du warp qui les rend très résistantes et qui leur permet en fait d'avoir un avantage parce que elles ne sont pas soumises uniquement aux lois physiques. Ce qui veut dire que eh bien, quelque chose qui devrait les détruire ne va pas forcément les détruire, qu'elles peuvent par exemple sauter alors qu'elles ne sont pas en contact directement avec le sol, un peu le double saut hein, dans les jeux vidéo. Si ça existe, bah, vous savez, dans tous les jeux vidéo maintenant, à chaque fois que vous avez un personnage qui fait un double saut, c'est qu'il est en lien avec le warp directement. Donc ça c'est une information intéressante. Donc voilà, on voit la machine qui réussit à s'échapper du jet de flamme, mais eh bien, Rosé va continuer son attaque et va utiliser en fait son lance-flamme, son arme, comme une lance. Et en fait, va transpercer la créature et rallumer en fait à fond le Prométhéum pour surchauffer la machine, faire fondre les choses. Et on voit eh bien, que là, ça a un impact. La machine eh bien, a atteint ses limites, elle est détruite et on a la matérialisation de l'esprit du Warp, donc du démon, qui était incarné en fait dans cette machine, qui possédait en fait la machine. Donc cette alliance toujours dans le Dark Mechanicum entre l'esprit de la machine et le côté démoniaque. Et bien la partie démoniaque est séparée de la machine et se matérialise, peste contre le monde matériel et est aspirée directement en fait par le warp. Alors, une des particularités des chevaliers, c'est qu'ils peuvent eh bien, rentrer dans un état de fusion. C'est-à-dire que vous avez toujours le pilote du chevalier qui a sa propre conscience et qui est relié directement à l'esprit de la machine de son chevalier. Mais on a un état supérieur à cet état, c'est vraiment la fusion. La fusion entre l'âme du pilote et l'esprit de la machine. Et en fait, ce passage-là, c'est quelque chose qui est bien supérieur, selon Rosev, à ce que peuvent expérimenter les prêtres du Mechanicum. Les prêtres du Mechanicum, leur but, bien sûr, c'est, étant donné que la chair est faible, de remplacer des éléments de leur corps par des éléments mécaniques pour s'approcher de leur idéal, à savoir l'idéal de la machine. Là, c'est très différent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une fusion entre l'esprit de la machine. Alors, est-ce que c'est une sorte de représentation de l'IA? Vous savez que les IA sont interdits hein, dans le monde de Warhammer 40 000, mais on peut imaginer qu'il y a une sorte d'IA. En tout cas, il y a aussi l'esprit de la machine qui est incarné par les anciens pilotes. Le trône de commandement du chevalier, en fait, il est, j'allais dire infesté, c'est pas le bon terme, mais en fait, il est imprégné de l'âme de différents pilotes, et avec surtout parfois des personnalités très fortes. Et là, on a, alors je ne sais plus comment il s'appelle, il faut que je regarde, voilà, le personnage, en tout cas on a un personnage qui est très présent depuis tout à l'heure, enfin depuis chaque vidéo, je vous en parle, j'ai oublié, le terrible, enfin ouais, un truc comme ça, Magnus le terrible, je sais plus, Magnus non, alors si c'était Mortarion le pieux, je crois, un truc comme ça. Marven le très ancien, voilà. Donc, eh bien, sur ce chevalier-là, Marven le très ancien est une des âmes en fait de la machine qui est la plus présente. Donc, cet esprit très puissant, eh bien, il va fusionner avec lui à ce moment-là. Et encore une fois, Rosev considère que c'est la façon la plus pure de suivre le culte et le credo de la machine, c'est de fusionner son âme avec l'esprit de la machine. Ce n'est pas d'avoir un corps mécanique, mais c'est vraiment de ne faire qu'un dans ce sens-là. Et en fait, à ce moment-là, eh bien, dans le feu de la bataille, quand il fusionne, chaque membre en fait est du chevalier, ou chaque optique, chaque auspex, chaque instrument de la machine est directement relié à son esprit, et il ne fait pas la différence entre la machine et son propre corps. Alors, à ce moment-là, en fait, il prend aussi conscience que Urginium, la machine, son chevalier, lui, eh bien, déteste la forme humaine, déteste la faiblesse de la chair, et il ne lui en veut pas parce qu'il a totalement raison.
la chair est faible, parce que simplement ses muscles sont faillibles, ses bras sont très faibles, et il se termine par quoi? Des petits doigts insignifiants, alors que Urginium, lui, a des membres puissants, mécaniques, qui se terminent par des armes de terreur, une tronçonneuse, un lance-flamme lourd. Donc c'est vraiment très différent, et on ne peut pas renier que, évidemment, le corps du chevalier est supérieur au corps de Rosève. Mais dans cet état de choses, eh bien, sa conscience, en fait, fusionne, et il oublie tout ce qui l'entoure. En fait, il n'est plus qu'un nuage de destruction, parce que, bien évidemment, toutes les âmes qui sont les anciens pilotes vont s'exprimer, et c'est le moment aussi où elles sont libérées, un peu comme un mauvais génie, ou un bon ou un mauvais génie, mais qui serait enfermé, ou n'importe quelle âme qui serait enfermée. À un moment donné, si on lui donne l'opportunité de s'exprimer, eh bien forcément, elle va en profiter pour rejaillir, et puis, alors on a le côté un peu classique, devenir assez violente, ne plus rien voir autour, un peu le mode rage, où vous êtes vraiment, vous ne voyez plus, vous ne réfléchissez plus, vous êtes vraiment incarné dans la destruction de vos adversaires. Et dans cet état de fait, en fait, il va y avoir aussi cette notion d'honneur. L'honneur est très important. Pourquoi? Parce qu'un chevalier ne va pas descendre à se battre contre des êtres inférieurs. Donc il lui faut des adversaires de valeur. Et c'est ce qu'il va regarder en fait sur le champ de bataille. Alors à un moment donné, il voit une sorte de, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, une sorte de Molofine, on va dire, allez, peu importe, enfin une créature, faut que je vous retrouve le nom, vous voulez que je retrouve le nom, je vais vous retrouver le nom, mais c'est pas grave, on fait une pause. Un profanateur. Mais oui, le problème, c'est qu'il nous change tout le temps les noms, et entre le français et l'anglais, on se mélange. En tout cas, il voit un profanateur, donc il se dit, bon, tant que je passe à côté de lui, même si ce n'est pas l'adversaire le plus redoutable, je vais quand même m'occuper de lui, et il réussit voilà, à décapiter le torse, à le faire valdinguer, à le finir avec le lance-flamme, et à continuer dans sa course. Donc, il est très confiant. Malgré tout, eh bien, il s'aperçoit dans un petit éclair de prise de conscience, sans doute parce que, évidemment, l'âme du chevalier, enfin cette fusion entre Urginium et Rosève, a eu un petit peu ce qu'elle voulait, avec cette violence, avec cette tuerie, cette destruction de la machine impie, parce qu'il faut voir aussi que le chevalier impérial considère les démons mécaniques comme vraiment l'engeance à détruire, quoi qu'il arrive. C'est vraiment l'arc-ennemi, l'arch-ennemi. Donc ça, c'est vraiment important. Peut-être que cette exécution, justement, sur une des machines démons permet de reprendre un petit peu conscience, et il s'aperçoit que l'environnement autour de lui, eh bien, est assez chaotique, parce que, bien évidemment, on se rappelle qu'on se bat sur un monde artificiel, un monde dans lequel eh bien, chaque pas est un petit peu compliqué, parce que là, le chevalier est au galop, il est en train de foncer sur les adversaires, mais il ne faut pas oublier que tout à l'heure, alors qu'il était simplement en train de marcher, c'était déjà difficile de mettre un pas devant l'autre sans trébucher, hein, et que certains chevaliers auraient failli tomber s'il n'y avait pas quelqu'un pour les aider. Donc, dans ce monde chaotique, il s'aperçoit aussi que eh bien, l'attaque des forces du chaos se concentre et commence à se rapprocher en fait de la pyramide dans laquelle il y avait justement le rassemblement des prêtres du Mechanicus. Pardon. Donc, bien entendu, cet élément-là va le pousser à changer un petit peu d'optique, et il va essayer de continuer à charger, donc toujours en faisant bien sûr attention à l'environnement, mais en essayant peut-être de sauver un peu les prêtres du Mechanicus, parce qu'il sait que les forces du chaos vont vraiment, de façon très claire, s'attaquer à eux. Et c'est son rôle aussi de protéger eh bien, tous les adeptes de la machine. Dans ce passage-là, eh bien, il aperçoit une cible de valeur. Il aperçoit un Space Marine, alors bien un Space Marine simplement, pas simplement un Space Marine, un Seigneur Space Marine monté sur une monture démoniaque. Et oui, la nouvelle figurine qui nous ont sorti, donc voilà, là elle est vraiment présentée et personnifiée. Donc c'est le Seigneur d'Andimus Trull, et qui chevauche justement un métaraudeur. Alors là, on a une cible qui est plus qu'un Space Marine, c'est les seigneurs, et on sent en fait qu'autour de lui, il y a toute cette émanation en fait de code noir qui va influencer toutes les créatures démoniaques, et ça, c'est un signe que c'est une cible de valeur. S'il réussit
à le tuer, eh bien forcément l'impact des forces du chaos sera diminué parce qu'elles ne seront plus leadées, elles ne seront plus poussées à combattre par cet instinct, ce code noir qui émane de lui. Donc il va vers lui, il pousse en fait un cri avec les amplificateurs Vox, un cri de charge hein, pour annoncer bien sûr qu'il va aller attaquer le Seigneur. Il est content d'entendre que d'autres frères continuent eux aussi à émettre ce son, donc c'est une sorte de façon de communiquer entre eux sur le champ de bataille en criant, et il se rapproche de lui à grande vitesse, et c'est sa première erreur, car le Seigneur du Chaos se retourne et envoie une onde sonore de code corrompu. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de se protéger contre ce code corrompu. Et l'autre problème, c'est qu'à partir du moment où il l'entend, c'est trop tard. Il est déjà infecté, il est infecté par ce code, et directement, eh bien, il commence à se retrouver déséquilibré, sa charge s'arrête, les mécanismes se corrompent, il n'a plus de vision, il ne voit plus ce qui se passe, l'affichage change, il est de plus en plus parasité, et il finit même par ralentir au point de perdre l'équilibre et de commencer à tomber. Et vous savez que c'est le déshonneur ultime pour un chevalier de se retrouver face contre terre. Et c'est ce qui se passe. Il s'effondre de toute sa masse. Alors il faut imaginer hein, la taille d'un chevalier déjà. En plus, un Cerastus qui est encore beaucoup plus grand. Quand ça s'effondre sur le sol, c'est vraiment un choc énorme. Donc l'impact va créer quelques dommages, donc des circuits qui commencent à surchauffer. Donc là, vous y voyez toujours cette vision hein, avec les... Enfin, je repense à ça, là, je fais un toute petite bifurcation, mais c'est comme tous ces films où à chaque fois, typiquement du Star Trek en général, même Battlestar, oh, comme j'aime Battlestar, mais Battlestar, où en fait la coque extérieure se prend des tirs et vous avez les cadrans de contrôle avec des étincelles. Ouais. Je n'ai jamais trop compris le lien entre pourquoi il y avait une surcharge d'étincelles sur les boutons alors que en fait ça se passait à 800 mètres autour d'eux, qu'il y avait une torpille qui avait enfin, vous avez compris. Donc là on a ce côté-là hein, malgré tout. Alors là c'est un chevalier, c'est pas pareil. Et puis la coque est plus faible, donc voilà, c'est pas pareil. Mais vous repenserez à moi à chaque fois que vous avez ces étincelles qui arrivent et tout qui se met à cramer alors que tu fais bon. Donc c'est ce qui se passe dans le chevalier, il est contre terre, il commence à y avoir de la fumée, certains dispositifs commencent à brûler, il n'a plus accès à ses armes principales et surtout sa connexion, sa fusion a été rompue. Pourquoi? Parce que le choc en fait l'a envoyé en avant et en fait sa façon d'être reliée c'est par des câbles tout simplement qui partent de son cortex, qui partent de sa colonne vertébrale et la plupart ont été débranchés à vif, donc il est sous le coup d'une douleur énorme, hein, comme si on vous arrachait les membres, hein, tout simplement. Alors je ne sais pas ce que ça fait, j'espère ne jamais le savoir, mais on imagine une douleur colossale, comme si les nerfs étaient sectionnés, et il n'a plus accès aux manœuvres. Donc du coup, il se retrouve Rosève d'un côté et Irginium de l'autre. Et le pire, c'est qu'Irginium ne réagit pas du tout. Il ne semble plus du tout bouger, ni être animé par la force motrice. Et même encore pire, on sent que Maven le très ancien, donc l'âme la plus présente hein, dans le chevalier, eh bien, se dit « mais tu es tombé, c'est incroyable, tu me fais honte, tu ne devrais même pas être chevalier, tu n'as pas tu t'es laissé avoir par une attaque aussi évidente, aussi directe, c'est le déshonneur que tu mets sur nous, sur notre maison. » Voilà, et malgré tout, il n'y a pas de réaction de la machine d'Irginium elle-même, donc il se trouve un peu désemparé, donc il essaie malgré tout de reprendre un peu conscience, et en fait, eh bien, comme l'optique qui sont portés par le casque hein, du chevalier, la tête, est à moitié enfoncé dans la boue, voilà, il n'arrive pas à voir grand-chose. Alors il essaie de passer sur différents capteurs, différents spectres de perception. Il arrive juste à voir de temps en temps un Space Marine par exemple qui est en train de passer à côté de lui, et puis de tirer au bolter sur une cible. Et ça aussi c'est un déshonneur en fait, il ne lui tire pas dessus directement, mais il tire sur une autre cible. Donc c'est-à-dire à quel point il considère que le Cerastus est insignifiant. Encore une fois, ça le touche vraiment, parce qu'il se sent ignoré. Être ignoré en tant qu'adversaire, c'est le déshonneur. Et l'honneur est très important pour les chevaliers impériaux. Ils se tyrannissent. Et forcément,
c'est un regain un peu de colère qui va essayer de le faire réagir. Donc il essaie de se rebrancher comme il peut pour remettre un lien entre lui et le trône de commandement. Malheureusement, voilà, en fait, le Seigneur Trull qui se rapproche de lui sur son méta-rôdeur. Voilà, le nom en français, c'est... Enfin, le nom, voilà, bon. Il se rapproche de lui et il commence à lui parler. Donc, en fait, pas directement, il ne l'entend pas directement, mais il l'entend à travers l'esprit de la machine qui est tout autour de lui, et ça résonne. Et en fait, tout simplement, le Seigneur Trull lui propose l'ascension. L'ascension est l'incarnation dans un démon, la fusion entre un démon et la machine. Il lui propose bien sûr de passer du côté du Dark Mechanicum, parce qu'en fait, c'est une chose qui est très importante, c'est que pour les adeptes du Dark Mechanicum, ils sont persuadés d'avoir la bonne voie, d'avoir fait le bon choix. C'est eux qui sont dans la vérité, ce ne sont pas les serviteurs de Mars qui, eux, sont dans l'erreur, au contraire. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Et donc, il ne veut pas simplement le tuer, mais il veut en fait le faire passer, lui faire comprendre. En fait, il y a cette évangélisation, si je peux utiliser le mot, du Dark Mechanicum pour faire ouvrir les yeux aux adeptes du Mechanicus qui sont restés fidèles à l'Imperium, pour leur dire, mais vous faites fausse route, mes amis. Tous ensemble, rejoignons l'idéal de la force motrice, l'idéal du Mechanicum, et rejoignez-nous, prenez l'alliance des forces du Warp que nous allons dompter pour justement utiliser leur puissance dans nos machines afin de devenir bien plus puissants. Et en fait, il promet le pouvoir, la force, une force comme il n'a pas idée. Et en fait, il sent que l'esprit de la machine se laisse un peu tenter, parce qu'il est dans une situation où il a perdu, simplement le Seigneur Trull peut très facilement l'achever, et en fait, l'esprit de la machine se sent tenté, en fait, se sent séduit par ce code noir qui lui est envoyé, et même Rosev, en fait, il finit par entendre le Seigneur Trull directement, en fait, dans son esprit, dans sa boîte crânienne, et il lui dit, viens, grâce à moi, tu vas devenir fort, regarde comme tu es faible, j'ai pu simplement, d'une poussée d'énergie, te mettre à terre. Ta machine est digne, elle vaut bien mieux que ça, viens avec moi, rejoins-moi, et tu vas pouvoir régner sur l'univers grâce à la force du Warp. Et en fait, lui, il hésite, mais il se sent assailli. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme option? Est-ce qu'il va simplement mourir? Est-ce qu'il peut peut-être accéder à une autre vérité? Mais à ce moment précis, alors qu'il se trouve sur le champ de bataille, il se trouve transporté dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est la matérialisation de la conscience de Trull. Le Seigneur Trull a matérialisé autour de lui l'espace, afin qu'il le représente dans sa meilleure forme. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le Seigneur Trull est débarrassé de son armure, donc il est nu devant lui, dans la magnificence de sa création, il se montre dans sa perfection. Alors, pour Rosev, c'est le contraire, c'est très disgracieux, parce que le Seigneur Trull est abominablement muté. Il sent aussi que lui-même est en train de subir une mutation, et il sent l'esprit de la machine de Irginium, donc ce chevalier qui s'insinue en lui, mais pas comme avant, pas dans cette forme pure de fusion où les deux ne font qu'un, mais comme une fusion forcée en fait, où on insère dans ses veines, dans son cœur, dans son cerveau, les parties mécaniques, et il sent que c'est beaucoup moins fusionnel, que c'est plus un forçage mécanique, un forçage du Warp, et que les choses, même si en effet elles commencent à s'amalgamer, elles restent différentes, et il n'y a pas cette fusion aussi pure de l'esprit de la machine et de l'esprit de Rosev. Et malgré tout, il a cette douleur, il a cette fragilité, et il sent qu'il se laisse plus ou moins aller, et à un instant on entend « Non! Non, tu ne nous auras pas! Non !» Et en fait, c'est Maven le très ancien, qui apparaît dans ce monde-là, dans lequel ils sont comme une colonne de lumière. Vous avez un éclair blanc vraiment très 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 lumineux qui apparaît, un autre, et à chaque fois c'est non, non, non. Et en fait,
eh bien, on a ce très ancien Maven qui, lui, se dit « tu ne nous auras pas, nous sommes… » Et en fait, il se matérialise en même temps et il continue en disant « non, nous resterons fidèles aux vraies valeurs de l'esprit de la machine, de la force motrice, tu ne pourras pas nous corrompre avec tes fausses promesses. » Et le Seigneur Maven apparaît donc avec une armure de chevalier telle qu'on a pu la connaître sur Terra à l'heure de la chevalerie, donc bien avant notre ère. Et cette armure très ouvragée est là, comme l'héritage en fait des ancêtres. Et ce petit laps de temps, en fait, redonne un petit peu d'énergie et il ressent en fait à nouveau la douleur, Rosève, et il sent refluer la fusion impie entre son chevalier et lui-même. Et il en profite pour essayer de regagner un petit peu de force. Alors, en fait, un chevalier impérial ne peut pas être vraiment piloté avec simplement des mécanismes en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement appuyer sur une pédale, une commande, un joystick pour le faire bouger. Il faut vraiment communier avec lui, avec une liaison neuronale, mais eh bien l'esprit de Maven, le très ancien, suffit à faire un lien pour que, eh bien, il retrouve un semblant de commande. Et en fait, on peut imaginer que quand physiquement Rosève appuie sur une pédale pour essayer de matérialiser le fait qu'il veut se relever, eh bien, l'interface de Maven, le très ancien, réussit à faire bouger un petit peu Irginium, le chevalier, et le chevalier réagit un petit peu. Donc, il en profite. Alors, il essaie de se relever, parce que c'est ça le plus important pour un chevalier, hein, c'est de ne pas rester couché. Et il va utiliser en fait son lance-flamme comme une béquille, comme un bras. Malheureusement, eh bien, vous voyez à quoi ressemble un lance-flamme. C'est très dur de laisser tout le poids du chevalier qui doit peser vraiment des dizaines, si c'est pas plus de tonnes, je ne sais pas combien de tonnes il peut faire, avec son blindage et tout, etc. Bon, je ne sais pas. On avait le prix, hein, le poids de la Cryptek, 316 kg, là je pense qu'on est sur beaucoup plus. Donc il va réussir à se lever, mais malheureusement ça va détruire en fait son lance-flamme, et on voit en fait que les câbles d'alimentation eh bien, sont brisés, et le prométhéum en fait se répand tout autour d'eux, donc ça crée en fait comme ça des éclairs de lumière un petit peu, vous voyez l'essence, hein, on peut imaginer ça, même si on n'a pas vu le prométhéum, on peut imaginer que c'est pareil, hein, le même type de produit. Donc il y a toutes ces couleurs en fait qui attirent son regard et lui permettent en fait de reprendre un peu conscience de son environnement. Et puis il réussit, hein, alors, au prix de son lance-flamme, à se relever. Et en fait, une fois que son torse est libéré, eh bien rappelez-vous qu'il a aussi cette tronçonneuse, cette arme redoutable. Et en fait, il réussit à balayer comme ça avec sa tronçonneuse, à tirer au bolter lourd pour faire reculer en fait le Seigneur Trull. Et le Seigneur Trull continue malgré tout à lui parler, mais en fait, il prend conscience, mais assez tardivement et assez lentement, que son code corrompu n'a plus d'action sur le chevalier et que le chevalier reprend en fait du poil de la bête. Et ce moment où il réalise qu'en fait, eh bien, il ne réussit plus à rentrer dans l'esprit du chevalier, de l'esprit de la machine, dans l'esprit de Rosève, eh bien, c'est aussi le moment où Rosève prend conscience qu'Irginium lui-même va s'exprimer. Et en fait, la rage d'Irginium, elle va s'exprimer en utilisant le lance-flamme. Lance-flamme qui a été abîmé justement avec tout le prométhéum qui est répandu autour d'eux. Et la seule chose qu'il voit, c'est une boule énorme de flammes et de lumière qui l'aveugle. Et voilà, fin du chapitre. Alors, est-ce qu'il a survécu ou pas? On le saura dans le prochain chapitre, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Est-ce que le Seigneur Trull a été abattu par cette action-là? Alors, je ne sais pas quoi en penser, parce que le Seigneur Trull, c'est quand même un personnage qu'on pourra imaginer principal, parce que c'est quand même le seigneur des forces des Space Marines renégats, mais en même temps, c'est qu'un petit personnage par rapport à Fabius Bill. Donc on imagine bien que Trull peut facilement mourir. Maintenant, même si on a eu un beau combat, il est mort quand même peut-être. Alors s'il est mort, hein, il est mort assez rapidement. Donc là c'est marrant parce que je me dis, ah bah, je suis en train de me plaindre que le combat ne dure pas trop longtemps, puis après je vais vous dire, ah ouais mais moi j'aime bien quand justement il n'y a pas trop de combat et qu'on est plus sur l'histoire. Donc je sais pas, peut-être que en effet ça peut être assez suffisant, mais vous savez en fait on a tellement l'habitude dans des romans, dans des films, que on a l'adversaire qui disparaît dans une boule de flamme. En fait à chaque fois qu'on a un adversaire ou un antagoniste ou un protagoniste, hein, c'est-à-dire peu importe de quel côté de l'histoire il se place, à chaque fois qu'on a un personnage qui disparaît, hein, c'est sans doute qu'il n'est pas mort. Parce qu'on ne l'a pas vu, on l'a pas vu exploser, démembrer, etc. Quand on ne voit pas vraiment physiquement la mort et que c'est une grande explosion, où il tombe du haut d'une falaise, où il est envoyé dans le warp, où une grosse boule d'énergie l'enveloppe,
toujours, eh bien, ah, mais en fait, tu n'étais pas mort, et il revient, etc. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais en fait, le problème, c'est que je suis tellement habitué à ça, je pense qu'on est tous habitués à ça dans notre inconscient, que forcément, à chaque fois qu'on voit un ennemi qui disparaît, mais sans qu'on voit de traces de son corps, on se dit, bon, ok, alors lui, il va revenir en saison 2, il va revenir dans la 3e trilogie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein. Dark Maul Power, ouais, ouais. Donc, voilà, fin de ce chapitre. Donc, c'était un chapitre vraiment plus axé sur le combat. Qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est, ce que je pense qu'il faut retenir pour le lore de façon plus globale, au-delà de Génopère, c'est que c'est très intéressant d'avoir cette vision de la fusion pure entre l'âme et l'esprit de la machine, et que c'est un autre chemin qui est employé en fait par les adeptes du Mechanicus pour essayer d'aller dans le credo du Mechanicus, c'est-à-dire se débarrasser de la chair qui est faible, mais pas en remplaçant simplement un bras, mais avec une version plus spirituelle, en communion, en faisant un mélange, un amalgame, une fusion entre l'esprit de la machine pure et l'esprit humain. Et c'est cette vision-là qui donne à Rosev en fait son petit côté un peu désinvolte. Et vous vous rappelez, quand il était avec Alpha Primus et quand il était sur le pont des Arquisitors, il avait toujours ce petit flegme un petit peu britannique, avec sa petite tasse de recaf où il était là, oui, oh, pas de souci, etc. Et il ne s'inquiétait pas. Et puis, il voyait un peu tous les adeptes augmentés, même si un simple humain pourrait se dire « Waouh, ils ont des corps augmentés, ce sont l'évolution de l'humanité », lui, il voyait ça en disant « Oui, bon, ouais, si tu veux, prends ce chemin-là, moi je connais la vérité. » Et en fait, comme tu ne connais pas cette sensation de fusion entre l'esprit de la machine et l'esprit humain, c'est normal que tu penses qu'en remplaçant simplement ton bras par un augmentique, bah voilà, tu vas te rapprocher de l'esprit de la machine, mais tu es extrêmement loin de la vérité. Voilà. Et bien écoutez, j'arrête là cette vidéo parce que c'est très difficile pour moi de faire du montage, donc il faut que cette vidéo soit la plus simple possible. J'espère malgré tout que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère plutôt, si j'ai récupéré mes capacités de l'esprit de la machine, tout mon setup, etc., pour vous faire les vidéos le plus vite possible et revenir sur pied. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour vous proposer malgré tout une vidéo, malgré les difficultés techniques qui sont très nombreuses en ce moment. J'espère que vous me pardonnerez un petit peu l'environnement, mais voilà, comme ça change un petit peu, et puis si ça se trouve, c'est aussi sympa d'avoir ce changement. Merci à vous, en tout cas, pensez à liker, pensez à vous abonner, si vous voulez me soutenir sur Tipeee, comme d'habitude, c'est essentiel. Si vous faites des achats de figurines, vous pouvez aussi passer sur MyHobbyPlace, vous avez l'habitude, tous les liens sont dans la description de la vidéo, et puis à bientôt, allez bye, salut à tous.